Bonjour à tous. Nous sommes le 23 juin 2025 et nous sommes maintenant, un jour après la frappe des États-Unis sur l'Iran visant ses sites nucléaires. J'aimerais passer en revue avec vous certains des développements et des informations que nous avons appris au cours des dernières 24 heures sur ce qui se passe réellement, en particulier du côté américain et de la propagande médiatique. Nous sommes actuellement dans une situation où nous recevons des messages contradictoires. D'un côté, les États-Unis essaient très fort de présenter cela comme l'un des plus grands succès d'une attaque surprise, affirmant qu'elle a été totalement et complètement réussie dans la destruction du programme nucléaire iranien. Je dois préciser que le programme nucléaire que l'Iran revendique et continue d'affirmer est uniquement à des fins civiles et pacifiques. Les États-Unis disent avoir détruit les 3 sites. Je veux dire, nous avons ces déclarations de Hegseth, par exemple, qui affirment que l'Iran prend en compte la réalité, selon laquelle des avions ont décollé du centre des États-Unis, dans le Missouri, pendant la nuit, totalement indétectés, au-dessus de 3 des sites les plus sensibles. Et nous avons pu détruire leur capacité nucléaire. Et nos gars dans ces bombardiers sont en route vers la maison en ce moment. Nous avons également vu ces images vidéo de ces bombardiers B-2 rentrant effectivement. Et les États-Unis font tout un tapage à ce sujet, qu'ils ont pu les faire décoller du continent. Même s'il semble, du moins pour l'instant, qu'ils aient aussi envoyé des leurs dans le Pacifique afin de mettre les Iraniens sur les nerfs et de les faire deviner d'où venaient ces attaques. Mais les États-Unis célèbrent actuellement cela comme un coup de génie tactique, affirmant que leurs patriotes et héros à bord de ces avions furtifs ont accompli un véritable exploit de génie à haute altitude. Maintenant, ce que cela a réellement permis d'obtenir reste encore à déterminer, car encore une fois, nous avons différentes interprétations, surtout en ce qui concerne le site de Fordo, qui est actuellement en cours d'évaluation. Reuters affirme que des images satellites indiquent des dégâts importants à Fordo, mais des doutes subsistent. Et si l'on regarde ces images, l'avant et l'après des frappes, pour moi, en tant que profane qui n'a aucune idée de la façon d'interpréter des images satellites, il semble que seuls des changements mineurs aient eu lieu dans l'environnement géologique ou géographique du site. Je veux dire, il y a aussi des images en gros plan qui montrent que ces bombes anti-bunker ont frappé 3 endroits, n'est-ce pas? Et la question est de savoir si elles se sont ensuite réunies sous terre d'une manière ou d'une autre, et si elles sont allées plus profondément que ce que chacune aurait pu faire individuellement. Il y a des gens qui affirment que l'installation souterraine a dû être détruite. D'autres disent que l'installation souterraine est en grande partie intacte, à l'exception de l'entrée et de la sortie, rien qui ne puisse être réparé avec le temps. Il est également assez intéressant de constater que les mêmes responsables qui font toutes ces déclarations fortes sur la puissance et l'efficacité de cette frappe sont aussi ceux qui admettent en quelque sorte qu'ils ne peuvent pas vraiment l'évaluer. Ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, et ils ne savent pas où se trouve le stock d'uranium déjà enrichi. Le New York Times publie un article qui mentionne à la fois le vice-président J.D. Vance et Rafael Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, reconnaissant qu'il existe des questions sur l'emplacement du stock iranien. Ce matériau nucléaire proche du niveau militaire, déjà enrichi à environ 60%. En réalité, il est probable qu'il ait été déplacé. Lord Bebo a publié un tweet intéressant à ce sujet, indiquant que les 19 et 20 juin, avant les frappes américaines, les autorités iraniennes ont déclaré à plusieurs reprises que les installations nucléaires visées avaient été évacuées plusieurs jours auparavant. Des photos montrent de nombreux camions rassemblés près de l'entrée du principal site de Fordo, probablement pour évacuer les centrieuses
et d'autres équipements. Les frappes étaient, en ce sens, prévisibles, puisque même lui, Lord Bebo, les avait annoncées hier comme probables. Les Iraniens s'y attendaient donc au moins comme une éventualité, et il a publié des photos de camions apparemment présents sur place, et faisant ce que font les camions, c'est-à-dire transporter des choses. Bien que, je veux dire, tout cela pour l'instant, on ignore totalement à quel point on peut accorder du crédit à ces informations. Mais c'est généralement admis, car le camp américain dit aussi « Écoutez, nous ne savons tout simplement pas combien de ces choses, non seulement les installations, ont été détruites, mais aussi combien de matériel a été détruit. Nous savons, d'après l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qu'une partie du matériel fissile a été mise en sécurité dans différents endroits et qu'aucune radiation n'est mesurée. Donc ce matériel n'a pas été dispersé dans l'environnement. Donc oui, l'efficacité réelle de cette frappe sur les capacités nucléaires de l'Iran reste très incertaine. Et en termes de communication, notamment sur Twitter, on voit clairement comment les États-Unis et l'OTAN les ont bombardés. On peut voir que les partisans affirment tous qu'il s'agit d'une attaque massive, d'une victoire écrasante pour les États-Unis, d'une démonstration de force, car l'Iran serait désormais pratiquement sans défense et doit comprendre qu'il est sans défense. Et c'est la réalité aujourd'hui, n'est-ce pas? Les États-Unis peuvent décoller depuis leur territoire et bombarder à volonté n'importe quelle installation en Iran. Trita Parsi, le directeur du Quincy Institute, a une bonne analyse à ce sujet, car il affirme qu'il est peu probable que l'ensemble du programme iranien ait été détruit. L'Iran semble encore disposer d'une grande partie de son stock d'uranium enrichi. Israël ne manquera pas de le souligner et d'exhorter les États-Unis à bombarder à nouveau l'Iran, contrairement à l'opération unique que Trump envisageait. Il a peut-être déclenché une guerre sans fin. C'est tout à fait exact. Donc, ma prédiction également, c'est qu'en ce moment, les États-Unis et Israël vont affirmer qu'il s'agit d'un immense succès, d'une histoire de réussite exemplaire. Puis nous verrons le discours évoluer, et il sera du genre « Oh non, il reste encore un peu de plutonium, d'uranium, donc il faut bombarder à nouveau. Il faut bombarder à nouveau. » Et bien que, pour l'instant, les États-Unis semblent être en mode de dissuasion totale, et il s'agit d'une dissuasion verbale, essayant de convaincre l'Iran qu'une attaque contre les États-Unis, que l'Iran a promise comme contre-attaque, serait vaine. J.D. Vance et l'ensemble de la haute direction du gouvernement américain crient à tue-tête que l'Iran ne devrait même pas songer à faire quoi que ce soit contre les troupes américaines dans la région. Vance a déclaré que si les Iraniens nous attaquent, ils feront face à une force écrasante. Nous n'avons pas attaqué la nation iranienne. Nous n'avons attaqué aucune cible civile. Nous n'avons même pas attaqué de cible militaire en dehors des 3 installations d'armes nucléaires. C'est une déclaration vraiment fascinante. Je veux dire, après avoir attaqué une nation souveraine avec des bombardiers B-2, puis avoir affirmé que la nation n'a pas été attaquée et que par conséquent, toute forme de représailles de leur part serait illégale, nous en sommes à un point où les mots n'ont plus aucun sens, n'est-ce pas? Il est absolument, totalement clair qu'en vertu du droit international, il n'y a aucune justification à ce qui vient de se passer. Et je vais vous le démontrer dans un instant. Cela a été illégal à tant de niveaux. À tant de niveaux. Il s'agit d'une violation du droit international bien plus grave que celle que l'on reproche à la Russie, ou que la Russie a effectivement commise, vous savez, lorsqu'elle a franchi les frontières souveraines de l'Ukraine. C'est beaucoup plus clair parce que les Russes ont au moins essayé de construire un argument juridique pour défendre leur incursion. Ils ont créé une chaîne logique. Les républiques du Donbass ont déclaré leur indépendance,
puis ont demandé un soutien militaire. La Russie a reconnu leur indépendance, puis a utilisé le fait qu'elles étaient attaquées par les Ukrainiens comme raison juridique pour invoquer l'article 51 de la Charte des Nations Unies. La Russie a suivi cette démarche et a fait tout cela afin de construire cette chaîne. Maintenant, on peut contester la légalité de cela. On peut contester l'honnêteté de cet argument. Tout cet argument juridique restera toujours un simple argument juridique. Il faut toujours un arbitre extérieur pour juger cela. Et normalement, ça devrait être un tribunal international, bien sûr, non? Qui jugerait alors cette affaire. Mais les États-Unis n'essaient même pas de faire cela. Tout ce qu'ils essaient de dire, c'est « Nous craignons que l'Iran puisse développer des armes », alors même que l'Iran nie tout cela. Et donc, ils attaquent leurs installations nucléaires. Ce n'est même pas de la poudre aux yeux. Je veux dire, ce n'est même pas une tentative de construire un argument juridique. Tout ce qu'ils font en ce moment, c'est menacer d'utiliser encore plus la force. Et cette menace de recours à la force va évidemment de pair avec l'affirmation de Exit, selon laquelle, en gros, l'Iran est sans défense. Et cela a été un immense succès opérationnel, car cela souligne le fait que, fondamentalement, les États-Unis peuvent attaquer n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. C'est une puissance écrasante. Maintenant, Trump fait la même chose, n'est-ce pas? D'un côté, il affirme qu'il s'agit du plus grand succès et que cela peut être répété. D'un autre côté, il dit aussi qu'il veut la paix et des négociations, n'est-ce pas? Il a fait cela tout le temps. Mais cette affirmation ne sonne plus seulement creux. Il est désormais évident, même pour le dernier type de personne, probablement un idiot comme moi, vous savez, les pacifistes idiots, qui aimeraient croire en la possibilité de la diplomatie plutôt que de la force. Même pour des gens comme nous, il est maintenant clair que cela n'est qu'une constante. C'est en réalité une stratégie. Ce n'est pas simplement de la stupidité de la part de Donald Trump. C'est en fait une stratégie qui consiste à parler de diplomatie pour dissimuler une action militaire et s'assurer que cette action militaire ait ensuite encore plus d'impact, n'est-ce pas? Endormir l'autre camp, endormir les Iraniens en leur faisant croire qu'il existe une voie diplomatique, alors qu'en réalité, cette voie diplomatique a déjà été clairement et totalement écartée et que les préparatifs militaires sont déjà en cours. Actuellement, selon le type de journaux que vous lisez aux États-Unis, vous trouverez des personnes qui condamnent cela comme une immense trahison de toute l'idée de diplomatie et de la Charte des Nations Unies, et d'autres qui l'encensent, en particulier ceux qui considèrent qu'il s'agit d'une tactique militaire de génie. Cette approche ingénieuse consistant à utiliser une ruse pour dissimuler une opération militaire réussie. Cet article du New York Times, par exemple, va dans ce sens avec le titre « À l'intérieur de la décision de Trump de frapper l'Iran, le président a été aidé par des ruses politiques et militaires. Lorsque Israël a commencé son assaut contre l'Iran, le président Trump est resté à l'écart. Mais en quelques jours, il s'est engagé sur une voie qui a mené à une vaste mission de bombardement. Et dans cet article, le New York Times décrit comment l'administration Trump a utilisé de manière systématique les discussions et négociations avec l'Iran afin de gagner du temps, de préparer militairement et d'être prête. Ils ont endormi l'Iran en lui faisant croire qu'aucune frappe n'était imminente et qu'il n'était donc pas nécessaire d'être en état d'alerte maximale. Je veux dire, l'Iran était en alerte. Et nous savons que c'était particulièrement le cas après la première attaque surprise d'Israël il y a 10 jours. Après cela, ils étaient en alerte maximale, et évidemment, le fait d'avoir évacué et sorti du matériel et du personnel de Fordow et des 2 autres sites, d'avoir essayé de retirer tout le matériel et le personnel possible, indique que l'Iran était alors vraiment en état d'alerte extrême.
Mais cela nous montre simplement qu'il y a des personnes qui pensent, notamment Donald Trump, que c'est un coup de génie de faire semblant de s'engager dans la diplomatie, alors qu'en réalité, on cherche seulement à affaiblir l'autre camp pour ensuite porter le coup militaire. Cela conduit maintenant, bien sûr, à un problème très simple. La diplomatie avec les États-Unis est désormais tellement discréditée que, encore une fois, quiconque croit encore que c'est possible est un idiot, n'est-ce pas? Et la première personne à le souligner est le ministre iranien des Affaires étrangères, Sayed Abbas Araghchi, qui est vraiment l'une des personnes qui, jusqu'au bout, a essayé d'emprunter la voie diplomatique, d'utiliser les moyens diplomatiques pour trouver une forme de solution. Et nous nous souvenons tous que nous espérions que le cours de l'histoire allait amener l'Iran et les États-Unis à revenir essentiellement au JCPOA, et que les États-Unis laissaient entendre qu'ils cherchaient une nouvelle version du JCPOA, et que c'était dans cette direction qu'ils travaillaient. C'était l'espoir de la plupart d'entre nous. Et maintenant, nous savons que non. Les États-Unis ont officiellement utilisé cette ruse diplomatique pour affaiblir l'Iran et se préparer non seulement à soutenir Israël dans son attaque surprise, mais aussi à préparer leur propre attaque surprise plus tard et à la présenter comme une victoire. Ainsi, dans une publication d'hier soir, Abbas Araghchi a déclaré que les États-Unis, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont commis une grave violation de la Charte des Nations Unies, du droit international et du TNP en attaquant les installations nucléaires pacifiques de l'Iran. Les événements de ce matin sont scandaleux et auront des conséquences durables. Chaque membre de l'ONU doit être alarmé par ce comportement extrêmement dangereux, illégal et criminel. Conformément à la Charte des Nations Unies et à ses dispositions permettant une réponse légitime en cas de légitime défense, l'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple. Il a également déclaré, lors d'une conférence de presse télévisée très détaillée de 30 minutes à Istanbul, que cette attaque des États-Unis n'était pas seulement une attaque contre l'Iran, mais aussi une attaque contre le droit international et en réalité contre la diplomatie elle-même. Et il parle ici de la question de savoir comment on est censé lui faire confiance. Je crois qu'il a un deuxième tweet à ce sujet. Oui, voici le tweet. La semaine dernière, nous étions en négociation avec les États-Unis lorsque Israël a décidé de faire exploser cette diplomatie. Cette semaine, nous avons tenu des discussions avec l'E3ULA lorsque les États-Unis ont décidé de faire exploser cette diplomatie. Quelle conclusion en tiriez-vous? Pour la Grande-Bretagne et le haut représentant de l'UMME, c'est l'Iran qui doit revenir à la table. Mais comment l'Iran peut-il revenir à quelque chose qu'il n'a jamais quitté, encore moins fait exploser? Encore une fois, c'est tout à fait exact. Les Iraniens étaient en pleine négociation diplomatique et l'administration de Donald Trump a déclaré qu'il s'agissait de tactiques dilatoires. Ils jouaient la montre. Ils avaient 60 jours, et au 61e jour, ils devaient faire face aux conséquences. C'est encore une fois tellement malhonnête. Je veux dire, les 60 jours étaient un délai imposé artificiellement par l'administration Trump, manifestement destiné à créer de la pression. Donc, la chose la plus naturelle à faire dans un échange diplomatique est de rejeter cette pression et ce cadrage. Mais en réalité, d'opter pour la diplomatie et d'utiliser les canaux disponibles, ce qu'ils ont fait. Encore une fois, ils l'ont fait tout au long du processus. Et si cette voie diplomatique est ensuite utilisée contre vous, cette manière diplomatique d'avancer est utilisée contre vous pour vous affaiblir militairement aussi. Alors, eh bien, vous ne chercherez plus jamais la diplomatie avec quelqu'un qui agit de façon aussi malhonnête et sournoise. C'est un véritable problème, car encore une fois, des commentateurs russes ont déjà souligné qu'ils avaient dit à l'Iran que ce dont l'Iran avait besoin,
c'était un accord de sécurité avec la Russie, et que le fait que l'Iran n'ait pas voulu inclure une clause de défense mutuelle dans le pacte de sécurité qu'ils avaient était une erreur, que cela devrait y figurer. Il est également très révélateur que Arakchi, le premier dirigeant étranger qu'il va rencontrer, a rencontré aujourd'hui, soit Vladimir Poutine en Russie. L'Iran est donc désormais en pourparlers directs avec la Russie sur la manière d'agir. Cela montre aussi d'ailleurs le sang-froid des Iraniens, qui ne ripostent pas immédiatement. Ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais tout de suite. Ils prennent toujours leur temps. Ils évaluent les dégâts, puis ils prennent leur temps pour répondre à ces attaques. Ils l'ont fait à de très nombreuses reprises ces dernières années. Ils attendent toujours des jours, voire des semaines, avant de commencer réellement à riposter. Encore une fois, c'est pour cela que l'opération actuelle contre Israël s'appelle True Promise 3, parce que les Iraniens promettent toujours des représailles, mais ils prennent leur temps pour tenir leurs promesses. La seule chose qu'ils ont déjà faite, c'est de promettre des représailles pour celles-ci, mais ils n'ont bien sûr pas encore décidé comment s'y prendre. Ce sont simplement les adultes dans la pièce qui essaient d'abord de réfléchir aux conséquences de leurs actes, au lieu de se lancer imprudemment dans quelque chose. Aux États-Unis, en attendant, certains, surtout du côté gauche, les démocrates, sont indignés. Je veux dire, que ce soit honnête ou non, nous n'en savons rien. Mais un argument est très intéressant. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur cette chaîne, le pouvoir de faire la guerre, de décider d'entrer en guerre, n'appartient pas au président des États-Unis, selon la Constitution américaine. Il appartient au Congrès. Et le fait que Donald Trump ait simplement agi ainsi, préparé un acte de guerre, puis l'ait exécuté, constitue évidemment une violation de ce pouvoir constitutionnel. Et Ocasio-Cortez l'a souligné, la décision désastreuse du président de bombarder l'Iran sans autorisation est une grave violation de la Constitution. Et puis, comme d'habitude, les habituels porte-parole du gouvernement, ces sténographes du pouvoir, se précipitent déjà au secours du président belliciste des États-Unis. Chaque fois qu'un président se lance dans des aventures guerrières, tout le monde applaudit, oubliant ce qu'il disait auparavant à son sujet. Et c'est tout simplement fantastique. Piers Morgan, un sténographe du pouvoir britannique, un porte-parole du gouvernement britannique, s'oppose à cela sur Twitter. Il faut vraiment que je vous lise ce qu'il dit, car cela montre aussi l'étendue de la stupidité de cette personne en particulier. Il affirme que la plupart des frappes militaires ordonnées par des présidents américains l'ont été sans approbation préalable du Congrès. Soit elle ne le sait pas, soit elle le sait, et espère que personne ne s'en souviendra, afin de marquer un point politique facile. Ce qu'il dit ici, c'est que parce que des présidents américains ont déjà ordonné des actions illégales, cette action illégale devient donc légale, ou du moins normale. Un acte inconstitutionnel dans le passé justifie un acte inconstitutionnel actuel, ce qui est bien sûr totalement absurde et fallacieux. Je pense que quelqu'un devrait voler quelque chose à Piers Morgan et argumenter que puisque d'autres ont déjà volé auparavant, c'est désormais acceptable de le faire, non? Ou peut-être, vous savez, lui donner une gifle et dire que puisque des gens ont déjà été giflés, il est normal de gifler quelqu'un, n'est-ce pas? Mais c'est ce niveau de stupidité avec lequel les gens défendent aujourd'hui l'indéfendable. Et encore une fois, cela en dit long que ce défenseur britannique de tous les crimes possibles se retrouve maintenant à répondre à une députée américaine qui essaye de dire « Écoutez, ce n'est pas une décision que le président des États-Unis devrait prendre. » Elle ne dit pas que la décision n'aurait pas dû être prise. Elle dit simplement qu'elle devrait être prise par la branche appropriée, ce qui est, bien sûr, une façon pour un système démocratique de limiter le militarisme et les décisions prises par un seul homme fort. Maintenant, en même temps, ce personnage ici, M. Reza Pahlavi,
le fils de l'ancien Shah qui a été renversé à la fin des années 70, il est prêt depuis toujours, n'est-ce pas? C'est le moment de sa vie. Il attend juste d'être réinstallé comme le prochain Shah, comme cette marionnette. Il lève la main et dit « Je suis la marionnette numéro 1. Je suis le premier parmi ceux qui peuvent vous servir, États-Unis, en étant installé en Iran. » Et il espère, il croise les doigts, qu'il sera alors au pouvoir, n'est-ce pas? Bien sûr, il affirme que les frappes sur les 3 sites nucléaires de la République islamique sont le résultat de la poursuite catastrophique par le régime de l'arme nucléaire au détriment du peuple iranien. Voilà le récit. Les États-Unis n'avaient pas d'autre choix. Ils devaient frapper. Tout dommage infligé à l'Iran est la conséquence directe de la direction iranienne actuelle. Et donc, la direction est responsable de tout. Les bombardements, toutes les morts, etc. sont imputés à la direction, et non à ceux qui ont largué les bombes. Ceux qui ont largué les bombes, bien sûr, adorent cet argument, car il les absout non seulement de toute faute, mais leur donne aussi une justification pour continuer à tuer. C'est un argument en faveur du meurtre. Ainsi, il donne aux États-Unis l'argument pour tuer davantage de personnes dont il prétend pourtant devoir être officiellement le dirigeant. Évidemment, on le traite de traître et ainsi de suite. C'est le va-et-vient habituel entre ces différentes factions. Mais on voit bien qu'il existe une faction. Il y a une partie de l'Iran, et surtout à l'extérieur du pays, qui attend et aimerait beaucoup être le régime qui sera installé au pouvoir à partir de maintenant. En même temps, la nuit dernière, le Parlement iranien a pris la décision d'autoriser effectivement la fermeture du détroit d'Ormuz. Et cela, bien sûr, inquiète beaucoup les États-Unis. Les États-Unis appellent déjà la Chine à aider à empêcher l'Iran de fermer le détroit. Ce qui est intéressant ici, c'est que si les Iraniens essayent de fermer le détroit de la même manière que les Houthis ont tenté d'empêcher les navires d'atteindre Israël, alors bien sûr, on peut s'attendre à ce que l'Iran ne bloque que certains navires. Cela ne bloquera que le trafic américain et israélien, et peut-être le trafic européen selon leurs actions. Mais il est évident que cela essaierait de laisser passer la Chine. Car pour la Chine, le détroit d'Ormuz est aussi très important, notamment pour ses importations de pétrole. Donc, fermer complètement le détroit d'Ormuz porterait un coup dur à la Chine. Et ce n'est certainement pas ce que l'Iran souhaite vraiment faire, car ce serait contre-productif. Mais il est aussi très intéressant de constater que, encore une fois, les États-Unis font appel à des pays et des nations qu'ils ont déjà officiellement désignés comme des ennemis futurs et contre lesquels ils veulent officiellement se battre, pour leur demander de l'aide. Je veux dire, ils l'ont déjà fait par le passé, en demandant à la Chine d'aider à combattre la Russie. Et évidemment, la Chine ne le ferait pas. Ils recommencent, demandant essentiellement à la Chine d'aider à affaiblir leur allié. Je pense qu'à ce stade, c'est vraiment juste. C'est, vous savez, l'une des façons d'essayer, encore une fois, de créer ou de dessiner ce tableau, selon lequel la Chine, parce qu'elle n'aide pas à contenir l'Iran, est donc aussi malveillante, et ainsi de suite. Je veux dire, cela alimente le même récit. Mais ils essayent quand même, et nous avons toujours ces gros titres stupides, qui sont évidemment faits pour, enfin, qui évidemment ne servent à rien. Et puis une chose de plus s'est produite, et c'est vraiment fascinant, quelqu'un l'a souligné sur Twitter, c'est la façon dont maintenant les réponses, ou plutôt les réactions, d'autres dirigeants occidentaux, de l'Occident collectif, commencent à arriver, et nous avons la formulation officielle. Et si vous comparez la formulation, c'est vraiment effrayant de voir à quel point il est évident qu'une note de service a circulé parmi le G7 sur la manière de réagir, de formuler et même de tourner leurs déclarations concernant ce que les États-Unis viennent de faire. Il n'y a bien sûr aucune condamnation, pas du tout. Il y a une condamnation de l'Iran par tous les dirigeants du G7
et de l'Occident collectif. Il n'y a aucune condamnation des États-Unis. Et écoutez bien ceci, c'est presque orwellien quand on pense que ce sont les dirigeants de leurs pays respectifs. Nous avons Keir Starmer, le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, Kaja Kallas, puis une déclaration du gouvernement australien. Écoutez bien ceci. Le message de Keir Starmer indique « Le programme nucléaire de l'Iran constitue une menace grave pour la sécurité internationale. L'Iran ne doit jamais être autorisé à développer une arme nucléaire. Et les États-Unis ont pris des mesures pour atténuer cette menace. La situation au Moyen-Orient reste volatile et la stabilité dans la région est une priorité. Nous appelons l'Iran à revenir à la table des négociations et à parvenir à une solution diplomatique pour mettre fin à la crise. » Lis celui-ci, Carney. Le programme nucléaire de l'Iran est une menace grave pour la sécurité internationale. Et le Canada a toujours été clair sur le fait que l'Iran ne doit jamais être autorisé à développer une arme nucléaire. Bien que l'action militaire américaine menée la nuit dernière visait à atténuer cette menace, la situation au Moyen-Orient demeure extrêmement volatile. La stabilité dans la région est une priorité. Kaja Kallas. L'Iran ne doit pas être autorisé à développer une arme nucléaire, car cela constituerait une menace pour la sécurité internationale. J'exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue, à revenir à la table des négociations et à éviter toute nouvelle escalade. Les ministres des Affaires étrangères de l'UMMO discuteront de la situation demain. Et l'Australie? Nous avons clairement indiqué que le programme nucléaire et de missiles balistiques de l'Iran représente une menace pour la paix et la sécurité internationale. Un porte-parole du gouvernement a déclaré « Nous prenons note de la déclaration du président américain selon laquelle le moment est venu pour la paix. La situation sécuritaire dans la région est extrêmement volatile. Franchement, comment se fait-il que ces messages se ressemblent autant? Comment cela peut-il se produire autrement que par une coordination politique explicite et en gros, une approche en coulisses? Il s'agit de discussions, n'est-ce pas, sur la manière de donner des signaux ensemble en tant que bloc. C'est effrayant quand on pense que ces gens prétendent être les dirigeants de nations indépendantes et souveraines, alors qu'en réalité, ils ne font que recevoir les décisions venues de l'étranger. Et quand Washington dit « Écoutez, voici ce que vous devez dire, et voici comment vous devez argumenter. Nous sommes, vous savez, forts grâce à l'unité. » Et que tout le monde répète la même chose. Vous voyez, c'est ainsi que fonctionnent les satellites. C'est pourquoi l'Occident collectif, pour moi, je veux dire les Européens, mais aussi le Canada, l'Australie, ne sont pas des nations souveraines et indépendantes. Ce sont des satellites du centre de pouvoir occidental à Washington, et dans une certaine mesure, probablement aussi d'Israël. C'est à peu près comme la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie, qui étaient des nations nominalement indépendantes pendant la guerre froide, mais qui, de facto, étaient sous le contrôle très strict de l'Union soviétique. Cela ne veut pas dire qu'elles ne prenaient jamais de décisions par elles-mêmes, surtout en interne, mais cela signifiait que, dès qu'il s'agissait de décisions importantes, elles se conformaient toujours directement à la ligne de Moscou et devaient écouter ce que disait Moscou et agir en conséquence. Et il en va de même pour ces instruments, cette marionnette qu'est Keir Starmer. Voilà comment on peut constater que l'Europe a été complètement éradiquée en tant qu'acteur souverain. Je veux dire, c'est vraiment un cas de dépendance à une grande puissance et de satellites. Ce sont des exemples évidents. Ce sont des signes évidents, car autrement, on s'attendrait au moins à ce que quelqu'un utilise des mots différents, au moins une autre façon de penser, mais il vous donne même la même chaîne argumentative, n'est-ce pas, que celle que vous développez. De purs instruments, des outils totalement dociles.
Maintenant, il y a encore une chose que je voudrais souligner ici. C'est aussi pourquoi Arachi a dit qu'il s'agissait d'une grave atteinte au droit international et surtout au traité de non-prolifération. Je pensais simplement qu'il serait utile de jeter un œil au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, afin que vous sachiez ce qu'il dit et que vous soyez également conscient de la profondeur de cette attaque illégale. Une attaque contre l'ordre de non-prolifération, l'ordre nucléaire, qui a été construit au cours des 50 ou 60 dernières années. Je ne saurais trop insister sur l'importance du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, qui a été ouvert à la signature en 1968. Il est la pierre angulaire permettant à notre espèce de réduire ou de maintenir le club des puissances nucléaires aussi restreint que possible. Dans les années 1950 et 1960, on craignait qu'en quelques décennies, il y ait 20, 30, 40, 50 États dotés de la bombe nucléaire, n'est-ce pas? Même la Suisse envisageait de construire une bombe. La Suède envisageait de construire une bombe. Ils avaient des programmes nucléaires. Et ce genre de prolifération, bien sûr, constitue une source de menace grave. Ainsi, le TNP a été négocié pendant 10 ans, et c'est un traité très astucieux qui lie la capacité d'obtenir des matières fissiles au fait que les États en soient partis. Et le traité veille à ce que l'utilisation civile de l'énergie nucléaire et de la technologie nucléaire soit toujours autorisée et que tout le monde y ait accès. Je veux simplement vous lire l'article 4, paragraphes 1 et 2. Aucune disposition du présent traité ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les parties au traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux articles 1 et 2 du présent traité. Toutes les parties au traité s'engagent à faciliter et ont le droit de participer à l'échange le plus complet possible d'équipements, de matériaux, ainsi que d'informations scientifiques et technologiques pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. L'Iran était pleinement dans le cadre de tous ces droits internationaux, en particulier ceux prévus par le TNP, pour disposer de ce programme nucléaire. Les sites nucléaires que les États-Unis ont attaqués n'étaient en aucune façon des installations illégales, au regard du droit international. Non, ils faisaient partie intégrante des droits que le traité accorde aux États membres, et l'Iran fait partie du traité. Les États-Unis font partie du traité. La Russie fait partie du traité. Ils sont tous membres de ce traité très central et important. Donc si quelqu'un dit « Oh, ces installations étaient illégales », ce n'est pas le cas. Cela faisait partie de ce à quoi l'Iran avait droit. Et encore une fois, l'affirmation selon laquelle l'Iran essayait de fabriquer une bombe repose sur au moins 40 ou 45 ans de la même accusation. Et l'Iran ne l'a jamais fait. L'Iran a une doctrine nucléaire qui s'oppose à la fabrication d'armes nucléaires, et ils l'ont répété à maintes reprises. Et comme l'a dit Arachi, ils faisaient continuellement de la diplomatie. Ils étaient en négociation tout le temps. Et encore une fois, le JCPOA, dont Donald Trump s'est retiré en 2018, avait été confirmé comme fonctionnant. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, avait confirmé que l'Iran respectait sa part de l'accord. C'est les États-Unis qui ont constamment violé l'accord, car même lorsque le JCPOA était en vigueur, il y avait encore des sanctions contre l'Iran, et ensuite il y en a eu encore plus. Je veux dire, bien que ces sanctions auraient dû être levées, ce sont toujours les États-Unis qui font des promesses, puis mènent des offensives et des démarches diplomatiques de relations publiques, pour ensuite revenir immédiatement sur leurs engagements, soit en ne respectant pas leur part du marché, soit en renversant la table immédiatement. C'est une manière systématique de mentir et de tromper,
au point même que ces mensonges diplomatiques servent à préparer des interventions militaires. C'est vraiment absolument incroyable. Et c'est cela qui crée le problème aujourd'hui. Vous savez, même si vous concluez un traité comme celui-ci, et même si les États-Unis en font partie, non, je veux dire, il doit être absolument clair que les États-Unis ne le respecteront pas. Non seulement ils ne le respecteront pas, mais ils essaieront d'utiliser tout ce que vous négociez pour le retourner et en faire une arme contre vous. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est la chose la plus grave à retenir pour l'Iran ici, parce que cela élimine fondamentalement la diplomatie comme option. Non seulement parce que vous ne faites pas confiance à l'autre partie, mais parce que vous savez que l'autre partie va instrumentaliser cette diplomatie contre vous. D'ailleurs, l'attaque contre les sites nucléaires constitue également un crime de guerre au regard des conventions de Genève. Selon le protocole additionnel I, le protocole additionnel de 1967 aux conventions de Genève. Nous avons l'article 56, et l'article 56 stipule en fait que les ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, digues et centrales nucléaires de production d'électricité, ne doivent pas être l'objet d'attaques, même lorsque ces objets constituent des objectifs militaires, si une telle attaque risque de provoquer la libération de forces dangereuses et par conséquent de graves pertes parmi la population civile. Et toutes les installations qui ont été visées étaient bien entendu censées abriter tous ces matériaux fissiles nucléaires et relevaient donc de cet article. Bien que le matériel fissile n'ait finalement pas été présent, viser ces installations constitue un crime au regard du protocole additionnel aux conventions de Genève. Ironiquement, je dois dire que l'Iran comme les États-Unis ont signé ce protocole, mais ne l'ont pas encore ratifié, et ne le feront probablement jamais. Pourtant, il existe un argument juridique international très solide selon lequel cela fait en réalité partie du droit international coutumier. Il est interdit de cibler des installations susceptibles de libérer des radiations et de tuer indistinctement des populations civiles. C'est également le cas ici. Cela a donc été illégal à tellement de niveaux qu'il est vraiment difficile de le décrire avec des mots. Bien sûr, certains diront et pourront argumenter que cela n'a rien à voir avec la légalité. C'est simplement le bon vieux réalisme. Vous savez, les États font ce qu'ils peuvent. Ils ne se soucient pas de ces foutues normes. Mais c'est justement ce que souligne Arashi. C'est le monde tel qu'il est. Mais ce n'est pas un monde dans lequel l'Iran veut vivre. Ce n'est pas un monde dans lequel la Russie et la Chine veulent vivre. Et ce n'est pas un monde dans lequel la plupart des États des BRICS veulent vivre. Ils veulent que la force du droit international limite les pires de ces pulsions de l'humanité. Et les pires pulsions viennent actuellement clairement d'Israël et des États-Unis, y compris un génocide à Gaza. Encore une fois, chaque jour, Israël tue des dizaines jusqu'à 50, 60, 70 Palestiniens par jour. C'est un génocide. C'est un génocide de masse. Et nous apprenons également à l'instant, je n'ai pas préparé de diapositive à ce sujet, mais nous apprenons qu'environ 350 000 Palestiniens à Gaza sont portés disparus. Il y a encore 70 000 personnes pour lesquelles des certificats de décès ont été officiellement délivrés. Et puis, il y en a 350 000 au total, y compris les 70 000 qui sont portés disparus. Certains d'entre eux ont peut-être réussi à s'échapper en traversant la frontière vers l'Égypte, mais environ 200 000 personnes sont tout simplement mortes. Je veux dire, il n'y a pas d'autre conclusion possible. Le nombre de morts à Gaza se compte déjà en centaines de milliers. Et encore une fois, Israël nous prouve qu'il est capable de mener des frappes de précision pour tuer des scientifiques iraniens à Téhéran dans leur chambre à coucher, mais qu'il n'est pas capable de localiser ses otages, et ensuite il procède à des bombardements indiscriminés
et a déjà largué plus d'explosifs sur Gaza que ce qui a été largué sur Hiroshima et Nagasaki réunis. C'est absolument. La puissance destructrice est comparable à celle d'Hiroshima et Nagasaki réunis. C'est absolument méprisable. Ce sont donc là des élans divers de l'humanité. Et il est clair pour moi que les Iraniens, les Russes, les Chinois et une grande partie du monde ne veulent pas vivre dans un monde sans loi. Mais alors la question qui se pose à nous tous est bien sûr, comment lutter contre l'illégalité? Parce que si vous la combattez par votre propre illégalité, vous ne reviendrez pas à la loi, n'est-ce pas? Vous ne retrouverez pas un environnement plus sûr. Encore une fois, je suis heureux que les Iraniens, les Russes et les Chinois soient les adultes dans la pièce et que les gens réfléchissent aux conséquences. Mais si l'Iran ne rétablit pas une forme de dissuasion, alors c'est une invitation à encore plus de morts et de destruction, à plus d'attaques. Le choix est vraiment très clair, n'est-ce pas? Ne rien faire, et alors les États-Unis diront « Oh, ça a marché, nous ne sommes pas contre-attaqués. Continuons simplement à attaquer et à faire ce que nous faisions. Ça semble fonctionner. » Et s'ils attaquent réellement, alors les États-Unis, Israël et l'Occident prendront cela comme une preuve que l'autre camp est maléfique et constitue une menace, n'est-ce pas? Ils diront « Regardez, on vous l'avait dit. Ils nous attaquent maintenant. On vous avait dit qu'ils attaqueraient. » Ainsi, on crée une situation où la seule issue est plus de guerre. C'est pourquoi j'appelle ces gens des va-t-en-guerre. Eh bien, va-t-en-guerre, criminels de guerre, racailles de notre espèce qui pensent de cette façon, c'est néoconservateurs et va-t-en-guerre. Mais bon, c'est le monde dans lequel nous vivons. C'était ma mise à jour sur la situation actuelle. À la prochaine.